Bonjour, bon matin, bienvenue à ce rendez-vous pour les gestionnaires scolaires. La thématique, les acquisitions en lien avec les équipements numériques du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur. Ce rendez-vous d'une heure sera animé par moi-même, Danielle Boucher. Alors, ce n'est pas notre premier rendez-vous. Je suis très heureuse du nombre de personnes qui se sont branchées malgré le peu de temps que vous avez eu pour prendre cette information et la rendre active. Et on vous invite d'ailleurs déjà à utiliser le clavardage pour vous identifier. Alors, allez-y, on veut savoir à qui on s'adresse aujourd'hui et surtout, on veut répondre à vos questions. C'est pour ça qu'on a prévu au moins 20 minutes pour répondre à vos questions et de le faire de façon la plus interactive qui soit. Merci à notre équipe de clavardage aujourd'hui, une équipe d'experts clavardage. Alors, je remercie rapidement Patrick, Guillaume, Manon, Gaël, Mamadou et Nathalie. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, soit à distance, soit en présentiel. Il faut respecter quand même la distanciation. On s'est habitué avec cet épisode forcé de pandémie, mais ça nous a amené aussi à prendre un envol encore plus important au niveau du numérique. Et ça, que voulez-vous, des fois, il y a des opportunités qui s'adressent à nous et il faut les utiliser, ces opportunités-là, puis les utiliser positivement, constructivement. Alors, maintenant, notre démarche aujourd'hui. Dans le fond, on a un objectif très précis qui est de faciliter votre démarche dans vos organisations scolaires pour justement que l'utilisation des sommes, des règles budgétaires d'acquisition d'équipements soit le plus optimale possible. On est là pour la réussite des élèves. De plus en plus, c'est un discours qui est partagé par tout le monde, tous les gens du réseau, mais les gens aussi qui gravitent autour de nous. Donc, on espère y répondre de la façon la plus précise qui soit. Mais sachez qu'il y aura aussi des personnes disponibles à l'extérieur du webinaire dans d'autres temps qui pourront aussi venir répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous avons un invité particulier qui connaît très, très bien le plan d'action numérique et qui en a été un facilitateur. Il s'appelle Frédéric Potok. Je pense que plusieurs d'entre vous le connaissez. Il est directeur général adjoint des orientations, de l'architecture, du financement des ressources informationnelles. Tout cela dans la même personne. Bonjour, M. Potok. Bonjour. C'est très agréable de vous avoir avec nous aujourd'hui et en plus, d'autant plus que vous avez eu le mandat de coordonner l'élaboration du plan d'action numérique, ce qui n'est pas rien. Justement, à ce sujet, j'aurais le goût de vous dire, on va profiter de votre présence pour faire un petit retour en arrière et dresser rapidement un petit rappel sur ça part d'où, ça, le plan d'action numérique, puis on est rendu où avec ça? D'accord. Bien, écoutez, merci de l'invitation. Et je trouve intéressant que l'on fasse un retour en arrière. Ça fait quand même 2 ans et quelques que le plan existe. On est dans la 3e année, depuis printemps 18. Et donc, je trouve intéressant que l'on fasse une rétrospective avec le roulement du personnel. On tend à oublier un petit peu les affaires. Et donc, on se situe en 2016-2017. Il y a la préparation pour la stratégie numérique du Québec. La stratégie numérique qui sera lancée en décembre 2017 exactement. Et dans cette stratégie-là, il est prévu qu'il y ait 7 orientations stratégiques en infrastructure, en administration publique, ville et territoire, la santé, la culture, l'économie et bien sûr l'éducation. Et je dirais que notre orientation s'est transformée en plan d'action numérique et en toute modestie, nous avons fait un bon coup à l'époque, puisque nous sommes allés chercher des fonds supplémentaires assez substantiels. Et donc, notre vision à l'époque se voulait vraiment centrée sur l'élève / l'étudiant et accompagné de l'enseignant et du professeur. Et donc, ce que nous voulions, c'est réfléchir à la manière de faire en sorte que l'étudiant, le citoyen, puisse évoluer dans une société de plus en plus numérique. Et donc, ce que l'on voulait, c'est à la fois un plan qui formerait les gens au numérique, mais également par le numérique. Et donc, pour cela, nous avons essayé de réfléchir
avec différentes approches et des approches que vous voyez notamment sur le document qui est affiché, en pensant aux enseignants, évidemment aux approches pédagogiques, à la collaboration avec tous les acteurs de l'éducation et également de quelle façon est-ce que l'on peut utiliser une forme de synergie entre toutes ces dimensions-là. Alors, comment est-ce que l'on voyait un peu les choses? Un plan qui s'échelonne sur 5 ans et on le voyait interactif et en continu. Interactif entre tous les partenaires, que ce soit les enseignants, les élèves, les organismes, les associations, nos partenaires privés également, mais également avec une place prépondérante pour une dynamique entre ces personnes-là, parce qu'on ne voulait pas prétendre arriver avec une solution toute faite. En fait, on voulait le plan relativement, on va dire, ancré sur la réalité du terrain. Et ce que l'on cherchait à faire, c'est non pas à présenter un projet qui se voulait waouh, qui se voulait à la fine pointe, qui se voulait très, très novateur. Ce que l'on voulait, c'est vraiment, selon la loi de Pareto, vraiment qui répondent à 80% des besoins en essayant de cibler les éléments les plus récurrents et redondants. Et c'est pour cela que les appels à documents, les appels à mémoire qu'on a eus nous ont permis vraiment de bien cibler, je crois, les actions que l'on a proposées. Alors, le résultat que l'on a obtenu, c'est 33 mesures réunies en 8 axes d'intervention qui se répartissent en 9 objectifs. Et donc, je dirais que ces axes-là se réunissent en 3 orientations centrées sur l'élève et l'étudiant. Autour, nous avons l'enseignant, nous avons le professeur, et en 3e orientation, nous avons ce qu'on pourrait considérer les conditions gagnantes, l'arrière-scène, si vous voulez, où ici, il s'agit de préparer le terrain pour que les élèves et les enseignants aient les meilleurs outils. Donc la première orientation centrée sur l'élève, c'est vraiment de le soutenir dans son développement des compétences numériques, premier cercle. Le 2e cercle, qui vise plus particulièrement les enseignants et les professeurs, était d'exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et donc, le 3e cercle autour, c'est vraiment créer un environnement propice au déploiement du numérique. Et là-dedans, ça comprend notamment la sécurité de l'information, les infrastructures et la mesure 29, dont il va être question plus particulièrement aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre excellente présentation. Ça fait toujours du bien de se rappeler d'où on part pour savoir maintenant se projeter. Je vous amène déjà dans un Wordle. Écoutez, on va le dire en français, nuage de mots, mais maintenant, on peut utiliser... je sais que vous comprenez qu'est-ce qu'on veut dire par ce terme, mais ce sont des mots qui viennent de vous sur le terrain, de vous, peu importe le rôle que vous occupez, on a entendu de vous. Le numérique, c'est un levier superbe de collaboration entre tous les acteurs. Comme Frédéric vient de dire, ça vient faciliter quand on a une vision partagée, quand le leadership s'exerce en favorisant la collaboration, en offrant des conditions facilitantes pour la mise en œuvre. Alors, tous ces mots-là qui sont affichés, on s'entend qu'il y en aurait d'autres. Alors, on vous invite, si vous avez le goût d'en écrire d'autres dans le clavardage, on va enrichir notre nuage de mots pour le mettre encore plus, répondre encore plus à ce que vous voulez faire avancer, parce qu'on sait que vous êtes des milieux proactifs qui aiment innover et qui avons pris, dans un contexte aussi particulier où le numérique a pris énormément de place depuis le 13 mars dernier, on va se le dire. On n'en a pas parlé beaucoup, mais ça s'en vient. On va en parler de plus en plus. Écoutez, j'ai le goût de vous dire tout de suite que nous avons des invités, soit en direct, soit des capsules vidéo, parce qu'on a voulu rendre visibles les actions qui ont été réalisées dans les différents milieux, peu importe le rôle occupé, parce qu'on pense que chaque personne a un rôle à jouer dans la réussite de l'implantation du numérique. Et ça fait toute la différence quand on a vraiment une vision que l'on partage, puis quand on travaille vraiment en collaboration.
Donc, mon premier invité aujourd'hui, en attendant qu'il vienne à nous, c'est une commission scolaire située dans le coin de Montréal, elle est un petit peu à l'extérieur, une commission scolaire anglophone. La personne invitée est M. Michael Kekile. Alors, écoutez, ça se pourrait qu'on puisse être obligé de passer à notre capsule vidéo en attendant. Si vous voulez bien, Michael, on va aller entendre la capsule de la directrice des services éducatifs dans votre organisation, qui un peu place tout le volet pédagogique qui est derrière toute la réflexion de l'implantation du numérique chez vous, puis on revient avec vous tout de suite après. Parfait? Bonjour, je m'appelle Marie Waba et je suis la directrice des services éducatifs pour la commission scolaire Lester B. Pearson. Depuis 10 ans déjà, notre commission scolaire a voulu intégrer les approches numériques dans l'enseignement du quotidien. Ce cheminement ne s'est pas produit sans résistance ni obstacle. Nous avons aussi ouvert l'Internet à l'ensemble de nos enseignants et élèves. Autrefois, plusieurs sites étaient bloqués car ils étaient considérés non sécuritaires. Afin d'éduquer nos élèves à utiliser l'Internet de façon responsable et appropriée, nous avons créé un programme sur la citoyenneté numérique et nous avons donné plusieurs ateliers de formation aux enseignants. La technologie est un outil très puissant, mais il faut enseigner à nos élèves comment l'employer en tant que citoyens responsables. Quoique nous traversons une période difficile avec COVID-19, cette période de transition nous a donné le coup de pouce que nous avions besoin afin d'intégrer l'enseignement numérique. Nous avons donné quelques formations au début de l'année scolaire. Nous voulions ajouter des cours numériques aux écoles secondaires afin d'élargir les options données aux élèves. Comme les petites écoles secondaires offrent moins de choix, nous voulions rendre nos écoles plus équitables en ajoutant des choix plus variés en ligne. Avec notre situation présente, l'intérêt des enseignants est devenu plus accru. Ce renouvellement d'intérêt nous a permis de donner plusieurs formations sur l'utilisation de la plateforme numérique. Le monde numérique évolue rapidement et en tant que commission scolaire, nous devons continuellement nous adapter afin de répondre aux besoins du milieu. Merci. Alors, on est à nouveau avec M. Michael Kekile. Alors, je suis certaine que tu es content d'entendre ce que tu viens d'entendre. Beaucoup, beaucoup. Probablement, hein? OK. Ouais. Alors là, moi, je sais que les gens t'entendent, c'est moi qui t'entends pas. Donc, comme je sais ce que tu vas dire, ça me prendra pas au dépourvu. Alors, écoute, je te repose la question par rapport à ta vision du numérique pour toi. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que dans ton organisation, tu installes le numérique? Excellente question. Comme j'ai dit, je suis vraiment passionné de l'éducation en technologie et quand j'ai vu en place que c'était possible pendant une des conférences que j'ai assistées aux États-Unis, c'est là que quand je suis retourné, j'ai dit on va le faire, mais avant qu'on va le faire, c'est très important qu'on mette un programme de citoyenneté numérique en place parce que l'Internet était fermé, on n'avait pas beaucoup d'outils à l'école ni à la maison. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place ce programme et c'est un programme qu'on a impliqué tout le monde, pas seulement les élèves et les profs, mais la direction des écoles, les parents, les commissaires, la communauté, tout le monde avait une responsabilité. Et c'est de là qu'on a mis en place le programme et c'est un gros succès. Et je pense que c'est un gros succès parce que je crois beaucoup à l'esprit de prendre des risques. Il faut croire à nos enseignants, la direction des écoles. C'est très important qu'on prenne des risques parce que si on prend des risques, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place des choses. Mais avec les risques, c'est très important que les enseignants, tout le monde, ils sont soutenus. C'est très important qu'on les aide parce qu'avec les initiatives, il y a tout le temps des choses qui ne marchent pas, mais ils le savent à notre commission scolaire que j'étais tout le temps avec eux en esprit. Dans le fond, c'est des risques calculés, puis c'est des risques aussi qui amènent
un lot de conditions gagnantes qui vont faire en sorte que, justement, la personne ne sera pas prise si ça ne fonctionne pas tout seul avec cette situation-là. Ouais. Elle va pouvoir se tourner vers quelqu'un qui va l'aider, qui va la supporter. Donc, ça, c'est un élément qu'on a entendu tout à l'heure, mais qui est très important. Mais vous, votre leadership aussi, comme direction générale, le fait de croire au numérique, de croire que ça peut faire la différence. Quelle a été votre première action qui a fait en sorte que ça a donné vraiment l'impulsion quand vous parlez de votre programme, là? Mais ça a été quoi la première action que vous avez poussée dans votre milieu là, pour que ça soit vraiment un virage important? Oui. Comme dans la plupart des commissions scolaires, la technologie était la responsabilité des départements de technologie. Moi, je croyais beaucoup que c'était la pédagogie qui soit avant la technologie. Et je me rappelle bien, c'était un prof à une des écoles primaires qui voulait utiliser le iPod. Et c'est de là qu'on a commencé. Mais aussi, c'est très important que je mentionne que je crois beaucoup au bien-être et je visite les écoles. Je rentre dans les écoles, je parle avec les profs, avec la direction des écoles et je vois ce qu'ils font. C'est très important pour moi de modeler ce que je crois, mais aussi ce qu'ils font. Et une fois que je vois que le travail qu'ils font avec les élèves est incroyable, moi, je m'éloigne et c'est eux qui continuent de pousser encore plus loin. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage puis votre bienveillance, M. Kekile. Je suis certaine que vous en avez inspiré plus d'un aujourd'hui. Je vous salue. Merci. Et je vous dis peut-être à la prochaine. Alors, on va tout de suite enchaîner avec une capsule vidéo qui a été tournée dans une organisation scolaire qui ont comme culture organisationnelle la collaboration. Et c'est quoi de mieux que de vous la présenter à l'instant? Donc, bonjour, je me présente. Mon nom est Jean-François Duprat. Je suis coordonnateur au service des technologies de l'information de la commission scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île. En fait, je suis responsable de l'équipe en soutien technique, de l'équipe en soutien technopédagogique, mais également du centre de formation Philippe Labelle, ici où est-ce qu'on se trouve actuellement. À la commission scolaire, on a le souci d'impliquer tous les acteurs parce qu'on sait que c'est important d'avoir une vision commune. En fait, moi, mon rôle, c'est un rôle de facilitateur. On est en train de réfléchir à mettre en place une culture de l'apprenant, une culture de l'apprentissage à la commission scolaire pour être capable de justement s'ajuster aux enjeux qui sont, on le sait, là, ça bouge continuellement. Donc, on ne peut pas juste s'asseoir et attendre. Il faut être acteur dans notre formation, dans notre perfectionnement. Un des moyens qu'on a mis en place pour s'assurer d'avoir une vision commune, on appelle ça nos rencontres Impactic 3.0. La force de ces rencontres-là, c'est qu'on a différentes personnes qui sont assises ensemble, des personnes qui se côtoient quotidiennement. Sauf que là, on s'assoit pendant une période de temps, puis on va réfléchir ensemble vraiment aux enjeux du milieu de l'école. C'est le fun parce que dans ces rencontres-là, à chaque fois qu'on avance, tout le monde précise sa vision par rapport à notre rôle, ce qu'on doit faire pour les écoles, parce que nos enseignants nous parlent de leur réalité. Moi, concrètement, un enseignant va me dire, bien moi, ce qui se passe, là, les postes Windows qu'on a, bien, ça ne fonctionne plus parce qu'on a des jeunes dans mesure de 3812. Puis ça. Puis là, le technicien est là, les gestionnaires sont là, les CP sont là, tout le monde entend ça. Puis ensemble, on réfléchit à des solutions pour bien répondre aux vrais besoins du milieu. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu plus des différents points qu'on a regardés pendant notre rencontre. Dans un premier temps, on a regardé ensemble les différentes mesures et le budget qui est relié à ces mesures-là pour l'école. Donc, ça m'a permis à moi de beaucoup mieux comprendre chacune des mesures et de projeter comment le budget pourra être utilisé pour soit des investissements, soit du remplacement ou soit des projets qui sont propre au milieu. S'il y a une action qui a été cette année qui est la plus payante, c'est celle-là, pour tout le monde, parce qu'on s'assure d'avoir une vision commune de ce qu'on doit faire pour les écoles. Ça se forme dans le temps à force de faire ces rencontres-là.
Bonjour à vous trois. Alors, on termine cet aller-retour avec les milieux, avec 3 directions d'établissements scolaires. Alors, j'accueille Marie-Gélina, qui est à la commission scolaire Saint-Hyacinthe, André Bernier, commission scolaire Première Seigneurie, et Pierre Drouin, commission scolaire des Appalaches. Bonjour à vous trois. Bienvenue à ce webinaire dédié aux gestionnaires en lien avec particulièrement les mesures budgétaires, dont la mesure 29, mais l'importance aussi de coller la pédagogie quand on fait des choix qui sont quand même assez onéreux quand on fait l'achat d'équipements. Donc, de là, l'importance d'appuyer ces choix-là. Alors, tout de suite, d'entrée de jeu, je m'adresserai à Maryse pour qu'elle nous donne un petit peu son opinion sur quand c'est parti, ce plan d'action numérique-là. Quelle a été ta réaction, puis comment tu as réfléchi à faire en sorte que dans ton milieu, que tu puisses insuffler ce changement-là? Bien, en fait, j'ai trouvé ça heureux qu'on se donne collectivement les moyens de soutenir le développement des ressources numériques dans nos écoles. En fait, pour moi, là, c'est incontournable, les technologies. Dans la société d'aujourd'hui, on n'a pas le luxe de s'en priver pour optimiser, maximiser l'efficacité de nos actions, tant pour nous, comme intervenants du réseau scolaire, que pour les élèves dans leurs propres apprentissages. OK. Je trouve ça important ce que tu dis parce qu'en même temps, est-ce que ce que tu avances là, est-ce que ça a été important pour toi de le partager avec ton personnel, de faire en sorte qu'ils sentent bien où tu te situes puis comment tu souhaites aussi faire avancer l'école pour justement développer nos citoyens de demain? Absolument, oui. Puis en fait, c'est avec humilité quand même que je m'adresse à vous aujourd'hui parce qu'on n'est pas une école qui est hyper avancée en technologie parce que les gens ne sont pas si à l'aise que ça. Moi, j'ai quand même une grande aisance en technologie et je me sers de ça. Je suis comme un peu la locomotive. Puis, en fait, je suis persuadée que si j'ai cette aisance-là, c'est parce que je me laisse la possibilité d'explorer. Je me lance, je plonge, je n'ai pas la prétention de connaître tous les outils, mais quand j'ai un besoin, j'explore et c'est comme ça que nos élèves font, en fait. Puis, je veux accompagner mon équipe pour qu'ils fassent la même chose, qu'ils se permettent d'essayer, d'explorer, de développer une confiance pour se lancer eux aussi. Puis c'est pour ça que je crée des occasions où je les amène à utiliser les différents outils technologiques. Moi, quand je travaille avec eux, pour qu'ils puissent le transposer dans leur classe ensuite avec les élèves. Donc, puis quand je suis arrivée à la direction... Exact. Puis j'ai une particularité dans mon école, on est en 4 immeubles répartis dans 4 villages. Donc, j'avais vraiment le souci quand je suis arrivée dans cette école-là d'utiliser les technologies pour faire tomber la barrière de la distance. Et c'est un défi qui est réussi maintenant. Là, on utilise plein d'outils technologiques qui font en sorte que ça paraît pas qu'on a 20 km de différence entre chacun de nos immeubles. C'est un bel exercice de leadership quand on se rend compte que ça répond à un besoin. Alors, parti vraiment d'un besoin terrain, d'une situation qui peut être problématique, mais dans le fond, qui ne l'est plus parce qu'on a utilisé des leviers pour faire en sorte que ça soit plus facile au niveau de la communication. Mais derrière tout ça, il y a la pédagogie, parce qu'on le sait, quand on fait des choix en lien avec la pédagogie. Je m'adresse à Pierre maintenant. Pierre, quelle a été, toi, ta réflexion en lien avec le choix des outils et la pédagogie? Mais je pense que dans un premier temps, comme question, tu m'entends bien, Daniel? Oui, très, très bien. Parfait. Bien, nous, on s'est posé la question, on revient toujours, qu'est-ce qu'on a ciblé comme apprentissage dans l'école, ça, pour plusieurs raisons, pour plein de matières, puis comment la technologie peut nous aider à arriver à atteindre les apprentissages qu'on a ciblés. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est avec les compétences numériques, le fameux cercle qu'on a de toutes les compétences numériques, comment à travers le fait qu'on cible ces apprentissages-là, on peut du même coup développer les compétences numériques chez les enfants. Puis je pense que là-dessus, Martine Tremblay, au dernier webinaire ou l'avant-dernier, elle avait nommé 10 pistes intéressantes qui touchent toute la pédagogie numérique là, en lien comment l'implanter dans l'école, etc. C'est sûr que je fais beaucoup la promotion auprès des enseignants sur l'auto-formation. Je pense qu'on l'a vécu avec le confinement. Je pense qu'on s'est beaucoup auto-formé, les enseignants aussi. Alors, c'est ça qu'on continue à travailler. Et puis, je pense qu'il faut prendre des risques. Contrairement à ma collègue Marie, je n'ai pas d'aisance en numérique.
Alors, je prends des risques, puis j'encourage tout le monde à prendre des risques, comme mentionné la première présentation. Je pense que c'est important de se mettre en mode apprenant. Et c'est comme ça qu'on va arriver à créer quelque chose d'intéressant. Et puis, peut-être sortir du paramètre du fameux laboratoire d'ordinateur où on met à l'horaire. Je pense qu'il faut rendre le numérique disponible dans les classes au quotidien. Il faut être comme direction d'école aussi, faire vivre le numérique à nos enseignants par nos rencontres, par ce qu'on envoie par courriel, etc. Il faut le vivre comme nous et il faut s'améliorer aussi. Donc, ce que je comprends, c'est d'avoir une organisation plus agile, plus souple, qui fait en sorte que le numérique fait partie quotidiennement de nos apprentissages. André, je m'adresse à toi maintenant pour te demander, écoute, tout ça, là, les différentes facettes de l'exercice du leadership, la vision, le rôle pédagogique, mais il y a tout le rôle aussi d'organisation des services, les choix des outils, les choix budgétaires, les choix des ressources humaines aussi autour de tout ça. Je pense que c'est quand même assez complexe. J'aimerais ça que tu partages avec nous ton expertise dans ton milieu. Tout à fait, tout à fait. Dans le fond, nous, on a commencé à la première année en faisant un choix d'outils numériques en lien avec les intentions pédagogiques. Ça a été ça le premier choix là, pour la première étape. Par la suite, la mise en place du comité directeur pour le plan numérique à la commission scolaire nous a amené à faire des choix dont l'ajout de ressources au niveau du récit commission scolaire pour supporter les milieux. Mais en tant que tel, dans l'école même, ce qui nous a aidé le plus, c'est de faire le choix d'avoir des leads techno-pédagogiques, là, dans le fond, des enseignantes qui sont choisies par le milieu pour une expertise qui est reconnue en tant que telle au niveau là, des technologies, mais ce sont des collègues de travail que moi, je libère à raison là, de période ou de journée là, dans l'année scolaire pour pouvoir être en soutien à leurs autres collègues, que ce soit titulaires, spécialistes en musique, en anglais, en éducation physique. Ça peut être en classe, ça peut être hors classe, ça peut être de la planification ensemble, ça peut être de la formation. Quand les enseignantes lead ont des besoins additionnels, peuvent se tourner vers la personne qui est attitrée à notre école au niveau du récit pour nous supporter. Donc, ça permet aux enseignantes d'avancer, je dirais, à la vitesse grand V, parce qu'elles se sentent en confiance de travailler avec une collègue qu'elles connaissent. Elles ne se sentent pas jugées. Donc, quand on est arrivé, on parlait du fameux confinement tout à l'heure. J'avais déjà plusieurs classes qui avaient fait des avancées avec Google Classroom et ça leur permettait déjà de cheminer à ce niveau-là en se sentant en confiance. Puis la ressource était quand même là pour les supporter. Merci, André. Vraiment, ce que j'aime beaucoup dans ton témoignage, c'est vraiment le souci aussi d'offrir le soutien, ressources humaines, mais par les pairs, parce qu'on le sait que quand c'est des collègues qui viennent nous aider puis qu'on reconnaît leur expertise, c'est toujours plus gagnant. Merci à vous trois de votre présence. C'est tout le temps dont on dispose, malheureusement, mais je sais qu'aujourd'hui, vous avez fait aussi une différence dans cette contribution-là et je vous souhaite à tous les trois une belle fin d'année scolaire. Je sais que vous en avez pas mal sur la planche à dessin, particulièrement dans un contexte où on doit accueillir les élèves et penser peut-être à une scolarisation à distance. Donc, bravo pour votre excellent travail. Je vous dis à bientôt, j'espère, et ça me permet de faire le lien avec ce qui a été présenté des innovations terrain sur des résultats de recherche qui avaient été commandés par le ministère en lien avec l'utilisation, l'implantation dans les classes numériques et de la gestion de cette implantation-là. Alors, c'est l'équipe de Mme France Gravel qui a travaillé à faire ce projet de recherche-action et dont les résultats ont été déposés en février dernier. Vous aurez d'ailleurs une diapo où il y a un lien qui vous amène directement à la page. Donc, comment passer de vision à l'action? Vous avez entendu une multitude de pratiques gagnantes, ce qui m'amène à vous dire que tout ça, ce n'est pas inutile de l'illustrer parce que tout ça, dans le fond, c'est un effet miroir dans le sens de les mesures que l'on reçoit budgétaires. Bien, il faut savoir à quoi elles servent. Elles servent bien sûr à équiper les écoles, mais dans quel objectif qu'on le fait. Et je pense que ça, c'est le cœur même de la visée du plan d'action numérique. Alors, M. Potok, je reviens à vous parce que je pense que le nerf
la conversation aujourd'hui porte sur la mesure 29. Et en même temps que je vais vous laisser présenter, je sais qu'il y aura un sondage pour exprimez-vous sur votre niveau d'aisance. Il y a 2 ans, si on avait posé la question, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait eu comme réponse. Je ne suis pas certaine qu'on aurait eu très aisé à utiliser tout ça, ces mesures-là, ces numéros de mesures-là. Es-tu transférable, es-tu pas transférable? C'est complexe. Je pense qu'aujourd'hui, après 2 ans de vie, du plan d'action numérique, j'espère que le milieu, on est beaucoup plus confortable avec l'utilisation des mesures. Alors, allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse, soit dit en passant. Alors, on veut savoir où vous en êtes présentement avec votre confort à l'utilisation de ces mesures-là. Monsieur Potok, mesure 29. Oui. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que le plan d'action numérique contenait 33 mesures, qu'il y avait 3 orientations et que la dernière constituait, entre guillemets, les conditions gagnantes, l'arrière-scène pour que l'interaction entre l'élève et l'enseignant fonctionne bien. Et donc, ici, la mesure 29 vise justement à soutenir l'acquisition d'équipements numériques à des fins pédagogiques dans les établissements. Et donc ici, l'objectif était de réduire les différences d'équipements entre établissements d'enseignement que l'on avait remarqué entre différentes régions et également entre différents niveaux de maturité qu'avaient les organismes. Ce que l'on voulait également, c'était accroître le soutien à l'acquisition d'équipements numériques variés. Et dans ce cas-là, le terme « varié » est important, puisque l'idée était d'accompagner, d'aider le pédagogique à développer son expertise dans l'utilisation de matériel numérique. Et on voulait donc les accompagner dans des choix qui avaient été, testés, validés et qui répondaient à des besoins pédagogiques. On voulait également qu'il y ait un soutien financier, c'est le nerf de la guerre, on le sait très bien, et donc accordé dans un esprit de liberté de choix technologique, encore une fois, c'est important. Et pour cela, donc, nous avons réussi à aller chercher des montants d'argent nouveaux pour bonifier des mesures budgétaires et pour élargir la portée de ces mêmes règles et donc faciliter l'acquisition d'équipements numériques à des fins pédagogiques. Pourquoi à des fins pédagogiques? Pour bien le distinguer d'équipements numériques qui pourraient être au niveau des infrastructures ou au niveau administratif. Donc, la étape suivante. Voilà. Donc, pour en particulier les combos numériques, c'est une mesure qui était une mesure phare. Dans le lancement du plan d'action numérique, nous avions des mesures que l'on pensait particulièrement intéressantes. Et donc, celle-là venait répondre à un besoin qu'on voulait, entre guillemets, faciliter l'adaptation, l'innovation au niveau pédagogique. Et donc, on se disait, ce qui serait intéressant, c'est de proposer déjà des kits, des combos, des familles de matériel qui viendraient un petit peu motiver, pousser les établissements, les enseignants à tester de nouvelles technologies. Et donc, tout à l'heure, on indiquait l'importance d'essayer, de tester, de voir ce que l'on peut faire avec. Donc, il faut faire preuve un peu d'aventure, je dirais, pédagogique. Et donc, les combos numériques, justement, visaient à essayer de promouvoir cet esprit d'aventure pédagogique. Et donc, pour la rentrée 18-19, l'idée était que chaque école dispose d'un budget de 15 000 $ pour constituer un plancher d'équipement. On sait très bien, il y avait des grandes écoles, des petites écoles, mais le 15 000 était vraiment pour que chaque école parte avec un même pied d'égalité. Une fois ce volet fait, maintenant on lance le volet 2 et là par contre on y va en fonction du nombre d'élèves par commission scolaire, ce qui va évidemment influencer les budgets. Pour ces combos-là, il y avait le choix entre 3 combos et c'est toujours ces mêmes choix-là. Un, c'est la robotique. Deuxième combo, c'est le laboratoire créatif, alors qui comprend des imprimantes 3D, qui comprend un casque de réalité virtuelle et autres éléments de ce genre que l'on retrouve dans un Fab Lab, par exemple. Et enfin, troisième combo, des flottes d'appareils, ça peut être des tablettes, des portables en info nuagique. Et l'idée était qu'en forçant, entre guillemets, le choix dans ces combos-là,
on permettait à un établissement d'avoir une masse critique de matériel pour commencer justement cette aventure pédagogique. Et donc aujourd'hui, on en est au lancement du second volet. Parfait. Si vous voulez bien, Frédéric, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser faire l'ensemble de la présentation, puis on prendra les questions à la fin. Ça va être beaucoup plus facile à gérer tout ça. Parfait. Parfait. Merci. Alors, là, On poursuit. On poursuit. Donc, ici, ce que vous avez, ce n'est qu'une partie des règles budgétaires en ressources informationnelles, on s'entend bien, mais c'est quand même les règles budgétaires pour la mesure 29 et en particulier pour le projet des combos numériques. Donc, très succinctement, nous avons 3 règles budgétaires, 2 principales, la 50-761 et la 50-767, et une troisième un peu secondaire, mais on va le voir un peu plus en détail par la suite. Donc, la première, la sous-mesure 50-761, et pour ceux qui suivaient l'évolution des règles budgétaires, c'est la vieille, entre guillemets, à l'origine, c'est la vieille règle budgétaire qui comprenait les fameux TNI, les tableaux numériques interactifs et les outils d'apprentissage interactif en classe. Et donc, cette mesure-là est toujours là, mais lentement, mais sûrement, elle a évolué, elle s'est adaptée. Et donc, aujourd'hui, c'est, je dirais, la règle principale pour le financement du maintien, du remplacement et des achats d'actifs informationnels. Et dans ces actifs-là, évidemment, c'est les actifs pour les classes, donc les outils technologiques, les ordinateurs fixes, les ordinateurs portables, tablettes numériques et autres matériels, notamment la robotique et ce que je vous disais tout à l'heure, les imprimantes 3D, découpes laser, brodeuses, etc. Et également les accessoires. Donc je dirais que c'est sans doute la règle budgétaire d'assise sur laquelle nous avons pu bâtir toute notre stratégie. Et lentement mais sûrement, ensuite, on a récupéré d'autres règles budgétaires, on en a ajouté d'autres, on les a développées, on les a peaufinées, on a rajouté d'autres, notamment en sécurité de l'information, par exemple. Mais donc, l'idée est que lentement mais sûrement, on développe des règles budgétaires propres aux ressources informationnelles, que nous pouvons nous gérer, que nous pouvons mieux diffuser dans une cohérence, on va dire, d'allocation. Donc ça, c'est la 50-761. Ensuite, nous avons celle-là qui est un peu secondaire. Et donc, celle-ci vise à financer l'acquisition d'équipements dans le but d'accroître l'usage pédagogique en classe. Donc, c'est quand même un élément important. Et donc, cette mesure-là est plus récente et elle est, on va dire, son enveloppe est plus réduite. On va voir les enveloppes dans 2 diapositives. Mais donc, l'idée ici est qu'elle vise particulièrement l'acquisition de connaissances visées par le programme de formation de l'École québécoise. Et enfin, nous avons la 50-767, qui est la mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques, donc les combos. Et ici, il s'agissait en effet, comme je l'ai dit, de favoriser l'expérimentation, la découverte, la créativité, l'innovation, bref, de tester des choses. Et donc, ces équipements-là, justement, on en parle aujourd'hui, ont fait l'objet d'une qualification qui a été visée par la dérogation accordée par le Conseil du Trésor, ce qui nous a permis d'aller justement de lancer le volet 2 dont il est question aujourd'hui. Et donc, nous sommes en pleine période, justement, de recensement de ces besoins, dont la date finit le 19 juin. Et donc, ici, par contre, les coûts engagés pour accroître le potentiel de service des équipements acquis par cette sous-mesure ne sont pas admissibles, comme les logiciels, les bornes d'accès sans fil, etc. Pour cela, il faut se référer à la mesure 50-762. Donc, en termes de budget, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons des budgets qui avaient été initialement prévus pour l'année 2021. Donc la 761, c'était 30 millions, la 67, c'était 45 millions, et la 65, c'était 11,5 millions.
suite à la situation que nous vivons tous actuelle, le gouvernement a décidé de favoriser la relance économique en devançant des dépenses d'investissement. Et donc, nous avons proposé des devancements de dépenses, des devancements qui ont été approuvés. D'ailleurs, je crois que même tous les devancements que nous avons proposés ont été approuvés. On est relativement satisfait de cela. Et donc, ce devancement permet de rajouter 15 millions à la sous-mesure 50-761, 25 millions à la 67 et 1,5 million à la 65. Et donc, c'est pour cela qu'en fin de compte, nous arrivons à l'annonce uniquement pour la 61 et la 67 de l'annonce du 150 millions qui a été faite récemment par nos autorités. Et donc, je crois que de ce côté-là, c'est quand même 40 millions supplémentaires, plus 1,5 supplémentaire. De toute façon, quand on ajoute des sommes, c'est toujours des bonnes nouvelles. Oui, et honnêtement, quand il y a eu des discussions avec nos partenaires, il y avait toujours des craintes que l'argent aille ailleurs, d'autres priorités. L'argent a été maintenu, il y a eu des devancements. Je crois que de ce côté-là, on peut être très satisfait. C'est bien accueilli par le milieu. Bon, ben, tant mieux, parce que dans le fond, ce que ça veut répondre aux besoins présents qu'on a présentement, mais en plus, on a quand même une vision à moyen terme sur le plan d'action numérique. Et là, je vous dirais que probablement qu'on a des questions à ce moment-ci. Alors, je me tournerai vers Manon, à notre équipe de clavardage. Est-ce qu'il y a une question là, d'un auditeur que tu voudrais nous partager? Certainement, Daniel. Merci beaucoup de nous écrire dans le clavardage. On fait un beau travail d'équipe ensemble. C'est important pour nous. Alors, voici une première question. Est-ce que les sommes à investir doivent respecter notre plan? Ou dans la situation actuelle, COVID-19, il faut prioriser les tablettes et portables ou Chromebook? Bonne question. Je dirais que l'important ici est que vous devez vous assurer que votre milieu dispose d'équipements nécessaires pour que chaque élève dispose d'un équipement qui lui soit dédié. Alors dédié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il soit accessible. Cela évidemment inclut les équipements dont il dispose à la maison. Donc je dirais que l'idée est de considérer que dans le contexte de la pandémie, évidemment, il y a des scénarios que l'on souhaite voir se réaliser. Il y a des scénarios, on va dire, où on doit faire face à où on ajuste avec des enjeux. Et donc l'idée ici, c'est vraiment essayer de faire en sorte que les élèves disposent d'un équipement dédié à 100%, ce qui inclut les équipements dont ils peuvent disposer à la maison. Ça ne veut pas dire que vous avez à combler 100% du matériel, que les choses soient claires. Peut-être une deuxième question. Là, oui, maintenant, on va enchaîner. Là, avec... Merci d'interagir avec nous. Alors, y a-t-il des mesures budgétaires pour soutenir le déploiement des équipements? Alors, il y a la mesure 15.087. Et d'ailleurs, je crois que quelque part, j'ai mes budgets. Je vais aller voir ça, si je le retrouve. Alors, ce que je comprends en attendant que vous cherchiez vos réponses, ce que je comprends, c'est que la situation que nous connaissons présentement, puis qui est inédite, commande certains ajustements dans des choix qu'on aurait peut-être fait autrement, mais qu'on ajuste, on appelle ça de l'adaptation. Absolument. Mais ça ne veut pas dire que si on fait ça, qu'on perd le fil pour la suite des choses. Non, en effet. Parce que cette inquiétude-là, je pense qu'elle est présente. Tout à fait. Et tout à l'heure, nous en discutions. Tout l'enjeu, c'est avoir une vision à très, très court terme pour la rentrée et les mois qui s'en viennent, et avoir une vision à moyen terme. Et il est clair que le plan d'action numérique s'inscrit dans une vision à moyen et long terme. Donc, je comprends très bien le dilemme que peuvent avoir les commissions scolaires actuellement. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se préparer à la rentrée sans pour autant hypothéquer toutes les actions du plan d'action numérique. Donc, pour revenir à la question sur les mesures budgétaires pour soutenir le déploiement des équipements, c'est la mesure 15.087. Et donc, la mesure 15.087 dispose cette année d'un budget de près de 15 830 000 $. Et donc, c'est un projet qui est dédié aux élèves, aux enseignants, au personnel professionnel et technique. Et c'est un argent qui est distribué a priori. Alors, pour les gens qui sont moins à l'aise, a priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent est distribué a priori par des règles de distribution. Lorsque c'est de l'argent a posteriori, bien souvent, c'est par un appel à projet. Parfait.
Une autre question, Madame Manon? Oui, certainement. J'enchaîne avec celle-ci. Les règles budgétaires en investissement peuvent-elles être utilisées pour fournir une connectivité aux élèves qui n'en disposent pas à la maison? Bonne question. De façon générale, la réponse est non. Pour le projet avec Telus et Apple, il y avait une partie connectivité inclue dans l'achat. Lorsque c'est inclus dans l'achat, ça peut faire partie des investissements, mais par la suite, ça demeure du fonctionnement. Donc, je dirais que pour cela, une fois que l'achat sera fait, le reste, l'abonnement, doit être payé avec des enveloppes de fonctionnement. On est au courant qu'il y a des enjeux pour les budgets de fonctionnement. On est sensible à la nécessité aux enjeux de connectivité. Ces dossiers-là sont montés à nos autorités. Bon, parfait. L'important, c'est de savoir qu'on est préoccupé, qu'on est conscient de la situation, puis qu'on essaie de travailler à trouver des solutions. Alors, Absolument. soyons constructifs. Une autre question. Maintenant, je pense qu'on pourrait encore prendre du temps pour répondre à une autre question. Oui, alors j'aurais peut-être une précision. Est-ce que les sommes des sous-mesures 50-761, 50-765 et 50-767 sont transférables? Bonne question. La question de la perméabilité des mesures budgétaires. La 50, 765 et la 67 ne sont pas transférables. Par contre, il y a une transférabilité entre la 61, la 62 et la 63. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est la mesure 50 793, infrastructure de télécommunication. Elle peut être utilisée en remplacement de la mesure 62, ce qui vient libérer de l'argent de la 62 et qui, en même temps, dès lors, effet domino, vient libérer de l'argent de la 61. Donc, il faut aussi apprendre à jongler, je dirais, avec la perméabilité et avec les objectifs communs de certaines de ces règles. Ça, c'est fantastique parce que ça nous permet d'être créatifs. Et Oui. on a besoin de l'aide présentement. Oui, Parfait, ça. Absolument. Une autre question maintenant? Une petite dernière, une question encore de précision par rapport aux règles. Quel est le montant de bonification de la règle 761 en 2019-2020 pour l'acquisition des tablettes Apple et où pouvons-nous trouver ce montant? Il y a eu une bonification qui s'est faite d'ailleurs très, très, très rapidement. La bonification est de 10,2 millions. Et donc, l'enveloppe de la 50-61 est passée de 30 millions à 40,2 millions en 19-20. Donc, l'argent est déjà disponible. Et le montant d'allocation de l'organisme peut être trouvé dans le document 1 des paramètres initiaux 19-20 du site sécurisé de la Direction générale du financement. Donc, je dirais que là où vous allez généralement voir vos règles budgétaires, là où vous allez voir quel est vos montants d'argent disponibles, c'est là que vous verrez la bonification de la mesure budgétaire. Très clair. Manon, une petite dernière. Une petite dernière. Je pense que ça a peut-être déjà été répondu, mais on va pouvoir confirmer. Est-ce que de nouvelles enveloppes permettront de financer la connexion des élèves qui ne disposant pas d'une connexion suffisante à la maison? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de règles budgétaires en tant que telles, mais par contre, on est sensible au sujet. On est en lien avec d'autres organismes publics pour aborder la situation. Et selon comment la situation va évoluer en septembre, on va voir ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire. Mais pour l'instant, rien que l'on ne puisse annoncer. Il y a des pistes qui sont avancées, qui sont envisagées. Bien, ça terminerait là la période de questions. Je veux vous dire que présentement, il y a des gens en clavardage qui répondent directement à vos questions, mais il y a aussi une période qui a été répondue. Et bien sûr, demain, on vous annonce que demain, il y aura un webinaire de collecto spécifique à 1 heure d'une durée de 2 heures pour aller encore plus dans les détails au niveau des règles budgétaires. Alors, un petit rappel échéancier, Frédéric. Alors, pour les échéanciers, donc, la collecte des mandats se fait actuellement du 3 au 19 juin. Ensuite, une fois cela, il y a également l'appel d'offres qui est en cours du 5 juin au 7 juillet 2020. On espère que la délivrance des contrats se fera autour du 15 juillet.
Et ensuite, on espère que les dates de livraison visées seront 21 jours après votre bon de commande. En même temps, je crois savoir qu'il y aura bientôt le webinaire de Collecto qui est bientôt étant demain, d'ailleurs, le 10 juin, de 13h à 15h. Donc là, j'imagine que vous aurez l'occasion de poser ces questions. La première démarche est pour les tablettes éducatives uniquement, puisqu'on pensait qu'il y avait urgence d'agir en cette matière-là. Et la deuxième démarche, dont la date est à définir, sera pour les autres équipements. Donc les 2 autres combos, si vous voulez. Excellent. Une petite dernière diapo sur les outils. Vous savez, on a demandé au milieu de nous partager ce qu'ils développent pour venir en soutien aux établissements ou à leurs services. Alors, il y a 2 commissions scolaires dont on vous montre 2 outils que vous pouvez aller voir, aller naviguer dessus, aller chercher, vous inspirer. Un cadre stratégique pour un environnement pédago-numérique de la Commission scolaire des découvreurs et ainsi qu'un autre document TIC en pédagogie qu'on peut trouver sur le site Internet de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et c'est intéressant parce que souvent, on ne veut pas refaire toute la série de toute la réflexion, mais quand on part déjà de quelque chose, disons qu'on peut aller encore plus loin, on peut l'aménager pour répondre aux besoins de notre propre milieu. Donc, on vous invite à partager ce que vous développez, de le laisser libre à d'autres, mais même de vous inviter à nous l'envoyer pour qu'on puisse le rendre accessible, parce qu'éventuellement, c'est ce qu'on souhaite, de rendre accessible à l'ensemble du réseau les outils très bien faits, très professionnels qui ont été développés dans les milieux. Maintenant, vous avez, d'ailleurs, on n'en a pas eu l'occasion de s'en parler beaucoup, mais la plateforme École ouverte, quand on va sur la section Espace enseignant, on y trouve Enseigne à distance, les nouvelles formations qui ont été développées par la TELUC, donc qui sont accessibles dans l'espace enseignement. Et vous reconnaissez, je l'espère, le cadre numérique. Alors, ce cadre-là, dont il a fait l'objet d'un webinaire, ils sont en train de travailler, que quand on clique sur une partie de ce cadre-là, une dimension, on va pouvoir y trouver des activités, des propositions d'activités pédagogiques, pédago-numériques, en lien avec les différentes dimensions. Donc, vraiment, ça, c'est un gros plus. Ça devrait être accessible incessamment. Je vous dirais, donnez-nous encore quelques jours et vous pourrez aller facilement trouver toutes les informations relatives à ce que je viens de vous dire. Alors, en terminant, j'ai comme le goût de vous partager le résultat du sondage. Alors, quand on vous demandait si vous aviez une certaine aisance à utiliser les mesures budgétaires, hein? Alors, très à l'aise, écoutez, ce que j'ai reçu, très à l'aise, je vais aller retourner voir, là. Ça s'est effacé, cette affaire-là. On recommence. 18 très à l'aise, 56 à l'aise et 25 besoin d'aide. Donc, on comprend qu'il faut continuer à faire des webinaires, Frédéric. Oui. Puis il faut continuer à faire des rencontres, puis c'est parfait. Dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'il faut jongler avec, il faut aller explorer. Et si vous me permettez, je rajouterai contacter vos répondants. Nous avons dans chacune de nos équipes des répondants dédiés au réseau des commissions scolaires. N'hésitez pas à les contacter, vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, contactez-nous et on va vous référer. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Vous êtes extraordinaire, un bon vulgarisateur. C'est vraiment, ça a été, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends parler de mesures budgétaires de façon aussi agréable. Je blague parce que c'est toujours cette partie-là qu'on aime moins, mais qui est nécessaire quand on veut faire des bons choix. Je pense que c'est important de s'approprier cette terminologie-là, aussi cette notion-là de transférabilité, quand elle l'est, quand elle n'est pas, puis qui nous permet aussi d'être créatifs puis d'utiliser les sommes au plein potentiel. Tout à fait, tout en orientant. L'idée était d'orienter, d'aider, de soutenir, tout en permettant une certaine souplesse.
Tout à fait. Alors, merci à l'équipe de clavardage qui ont, tout au long de ce rendez-vous, ont été très actifs. Merci à vous qui avez participé, avez fait en sorte qu'on puisse répondre à vos questions. Je suis certaine que vous avez encore plein de questions, mais on va essayer de trouver une solution pour y répondre. Merci à nos invités qui ont pris des risques à distance, mais aussi en présentiel. Alors, c'était une première. On l'a essayé, on a risqué. Je pense que ça s'est bien déroulé. Merci à l'équipe technique qui, sans eux, on peut se le dire qu'on ne ferait pas ça comme ça. Oui. Ça serait un petit peu différent comme formule. Et je vous dis, bien, écoutez, ça sera peut-être une prochaine formation spécifique sur les mesures budgétaires. Je pense qu'on va y prendre goût, M. Potok. Bien, à l'ami, je dirais, quels sont vos besoins? Envoyez-nous-les et on fera un webinaire en conséquence. J'aime ça. C'est vendu. L'idée est vendue. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis on vous souhaite une belle fin d'année scolaire. Et puis, en espérant que vous puissiez faire vos achats. Et je sais que le 19 juin s'en vient. Alors, on est conscient de ça. Mais que voulez-vous? Il faut s'ajuster, s'adapter. Absolument. C'est ça, l'éducation. C'est les changements tous les jours. Bonne fin de journée, bonne fin d'année scolaire et on vous dit à bientôt. Merci.